c'est un peu l'objectif de ce travail, c'est de ne pas représenter ce que j'ai pu déjà présenter à d'autres occasions ou écrire, mais bien essayer d'aller un peu plus loin justement dans la réflexion pour comprendre comment l'athlétisme pouvait participer aussi à une forme de ségrégation scolaire qui est, on le sait, à l'œuvre à cette époque-là, entre un système primaire, un ordre primaire plus exactement organisé sur la base d'une école plutôt populaire et puis une école secondaire plutôt réservée à l'élite. Alors en fait, dans ma présentation, j'ai deux grandes idées que je vais essayer de montrer. La première, c'est d'expliquer que les années qui vont de 1936 à 1945, globalement, sont des années qui constituent une sorte de point de bascule qui va caractériser l'émergence, la diffusion beaucoup plus massive de cette activité athlétique dans l'enseignement scolaire, et qu'elle devient à ce moment-là finalement une espèce de support éducatif quasiment incontournable, puisqu'elle va être convoquée notamment aux examens, et que les examens vont cristalliser beaucoup les pratiques des enseignants. Et puis pour aller un peu plus loin, justement, et ce sera la deuxième idée, c'est d'expliquer que si l'athlétisme sert un projet de reconnaissance scolaire de l'éducation physique, eh bien, notamment par le biais de l'évaluation et de la certification, c'est une activité qui participe aussi, c'est ce que je vais essayer de démontrer, à renforcer les inégalités ou la distinction, la ségrégation entre la logique du primaire et la logique du secondaire. Donc ça, c'est les deux grandes idées. La première est déjà un peu connue, on a déjà un peu questionné ces champs-là, et la deuxième, elle a été beaucoup moins interrogée. Alors, je rappellerai sur le premier point que, alors, je m'appuie évidemment sur les travaux de Thierry Terret, qui ont déjà été largement, qui sont largement diffusés, que l'athlétisme est considéré comme un sport de base. Lise a un peu déjà incité sur cette idée-là aussi. Alors, sport de base, pourquoi ? Parce qu'on part de cette idée préconçue, totalement construite, totalement artificielle et totalement imaginaire, que l'athlétisme serait une activité essentielle à la base de tous les autres sports, parce que l'on y court, on y saute, on y lance, sans jamais interroger la spécificité de la manière de courir, de sauter ou de lancer en athlétisme, qui sont des manières complètement différentes de courir, sauter ou lancer au handball. Je reprends le handball. Si on fait une analyse biomécanique du lancer du ballon au handball et une analyse biomécanique du lancer de javelot, on va forcément voir des similitudes, mais on va surtout voir des différences. Mais ça mis à part, ce qui est intéressant, c'est qu'en fouillant un peu dans les archives du Racing Club de France, justement, je me suis rendu compte que ce que Thierry Terret disait, que cette idée de sport de base, qu'elle émergeait dans les années 20 et 30, en réalité, elle émerge beaucoup plus tôt. Elle émerge dès la fin du 19e siècle, avec cette idée que... Alors, on ne parle pas encore de sport de base à ce moment-là, l'expression même n'est pas utilisée, mais l'idée qui fait émerger cette idée de sport de base, c'est que l'athlétisme pourrait servir à occuper les joueurs de sport collectif pendant la saison morte. Voilà. Et c'est de là en fait que naît cette idée de sport de base. Et plus tard, ça va devenir... Parce qu'en fait, l'athlétisme a du mal, à la fin du 19e siècle, à attirer. Et donc, les sports collectifs, le tennis, sont beaucoup plus populaires parmi les sportsmen. Et donc, comme les clubs ont du mal à attirer sur leur section athlétique, eh bien, ils expliquent que ça bénéficierait aux joueurs de tennis, aux joueurs de football rugby, de faire de l'athlétisme pendant la saison morte. Et puis, comme l'a très bien montré Thierry Terret, c'est qu'aussi l'athlétisme est une activité qui finalement fait une espèce de transition entre les sports modernes qui vont se diffuser de plus en plus largement dans le cadre de l'éducation physique, et puis les méthodes ancestrales, gymnastiques, ancestrales pour la gymnastique, mais méthode plus moderne et récente à l'époque pour la méthode naturelle, une espèce d'activité qui ressemble un peu aux deux en fait, et puis donc qui permettrait cette transition sans heurts, je reprends l'expression de Thierry Terret ici, d'une gymnastique, d'un sport qui ressemble à la fois à une gymnastique d'application et de formation.
Je vous ai mis ici 2 extraits de Limercier que j'ai retrouvé dans le journal Tous les sports en 44, là, 41 pour la première et 44 pour la deuxième, où il explique très bien voilà, cette idée on a un sport qui est organisé autour à la fois des exercices naturels et aussi des exercices constitutifs finalement de tous les autres sports. Alors, la deuxième raison qui explique pourquoi l'athlétisme se diffuse à ce moment-là, c'est qu'elle présente un certain nombre d'atouts pour les spécificités de l'école, et notamment le fait que je m'appuie ici sur, je paraphrase l'ouvrage de Pierre Sanzo sur les gens de peu, mais c'est un sport de peu, c'est-à-dire que c'est un sport qui se contente de peu de matériel pour pouvoir être pratiqué. Une pelouse, un peu de sable et un poids, et on fait un triathlon, quoi. Donc c'est relativement accessible, et c'est important dans une école qui, je le rappelle, dans les années 30 et 40, où la France est quand même un désert infrastructurel au niveau sportif important. Donc c'est une activité qui répond plutôt bien aux lacunes de l'équipement sportif français. Et puis elle est très largement utilisée pour valoriser des valeurs comme l'effort, le sérieux, la répétition, qui sont aussi des valeurs bien sûr compatibles avec la logique scolaire. Il y a aussi le fait que ce soit une activité complète, on court, on saute, on lance, et donc forcément le rejet de la spécialisation sportive qui est largement présent dans l'école fait aussi boule de neige ici, et permet de valoriser cette activité. Mais surtout, et c'est là aussi qu'il faut voir le point de départ du deuxième point dont je vais parler après, c'est que c'est une activité mesurée, vous le savez, on mesure, voilà, un chronomètre, 1 mètre, et donc il y a ce mythe aussi de dire que si la mesure est facile et indiscutable, eh bien, elle va pouvoir servir justement à étalonner les performances des élèves, à mieux les évaluer, et donc à renforcer la crédibilité scolaire d'une discipline qui a du mal quand même à montrer son sérieux et sa réalité éducative, parce qu'elle n'est pas en mesure de mesurer rationnellement les résultats. Donc là, en s'appuyant sur une activité barémée, mesurée, chronométrée, eh bien, il y a ce mythe qui se dégage d'une activité qui finalement va permettre d'évaluer et de classer les élèves. Je reprends ici un extrait d'un petit ouvrage qui a été publié sous Vichy, l'athlétisme base de la formation sportive, où on nous dit: n'oublie pas qu'au stade, il y a 2 témoins, le maître et chronomètre, et donc il faut se soumettre à ce jugement qui serait un jugement à la fois efficace et réel. Bon, et puis, alors, là, je sors du contexte, un petit peu du contexte scolaire, mais il faut le voir, et je pense que dans les copies des concours, c'est aussi important de le comprendre. Il faut arrêter de faire des histoires qui soient uniquement internalistes. On l'a dit et répété déjà hier, mais si une activité se diffuse dans l'école à un moment donné, c'est parce que aussi à l'extérieur, il se passe des choses, et ça, on peut pas l'ignorer. Et notamment le fait que, alors, je reviens pas sur la politique favorable aux activités sportives que va développer le Front populaire, parce qu'Olivier en a parlé hier, mais je rappellerai quand même le retentissement symbolique. On en parle assez peu. Vous êtes très focalisé sur ce fameux échec mythique des Jeux de Rome en 60, mais il y a eu aussi un échec retentissant pour l'athlétisme, ces Jeux de 36, qui ont mis les performances de Jesse Owens au devant de la scène, mais n'oublions pas que ces Jeux de 36, pour l'athlétisme français, se sont soldés par 0 médaille. Et donc forcément, ça va aussi avoir un retentissement au niveau de la fédération. Et on va voir se développer, à partir des années 30-40, un certain nombre de pratiques de masse ou d'événements de masse. Alors j'ai mis ici quelques exemples. La première foulée de cross, par exemple, en 42, qui va réunir 7000 participants pour sa première édition. Vous voyez, 30 000 à la deuxième. Donc il y a vraiment une logique de propagande, et qui s'adresse ici à des jeunes sportifs non licenciés, qui n'ont jamais été licenciés à la FFA. L'appel à l'athlétisme aussi, créé en 43, avec des épreuves départementales et des finales régionales, avec 34 000 participants dès l'année de création. Et puis d'autres épreuves qui existaient déjà un petit peu avant, comme les triathlons de la FFA ou les challenges de l'athlétisme complet. Bref, l'athlétisme scolaire, la diffusion de l'athlétisme à l'école est contemporaine aussi d'un certain nombre de pratiques de propagande qui s'organisent aussi autour et à l'extérieur de l'école. Puis vous verrez ce petit encadré rouge qui rappelle un peu l'idée.
c'est un coup de filet. Je trouve que l'expression est très caractéristique. Hein. Le coup de filet, ça veut dire on lance un filet pour rattraper cette élite, cette future élite que l'on cherche à former. Donc il y a deux objectifs. Le premier, c'est évidemment de permettre à la masse d'accéder aux pratiques sportives, mais en même temps, pour le gouvernement, pour le pouvoir public en tout cas, de récupérer une élite. Bon, et puis, alors, il y a ce fameux brevet sportif populaire, hein, qui va évidemment cristalliser les pratiques évaluatives en éducation physique. Alors, ce brevet sportif populaire, je vais développer un petit peu parce qu'il est connu par les étudiants, on le voit apparaître dans les copies, mais en fait il est connu en surface. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, les candidats savent rarement comment ce brevet sportif populaire fonctionne concrètement. Hein. Alors j'ai remis ici deux citations. Hein. La première, c'est un extrait du rapport de Léo Lagrange au président de la République, hein, qui explique que voilà, le brevet sportif populaire, c'est une épreuve de masse destinée à faire aimer le goût de la pratique sportive, l'initiation sportive, mais dans un but non élitiste, hein, à la jeunesse française, pour qu'elle soit en meilleure santé. Donc au départ, c'est un brevet d'hygiène, hein, vraiment un brevet d'hygiène, où il n'y a pas de logique sélective. C'est vraiment un brevet pour la masse, pour vérifier que cette jeunesse française est en bonne santé. Et donc, c'est un brevet qui est institué par le décret du 10 mars 1937, un brevet d'hygiène, un brevet de santé, hein, et qui existe déjà sous de multiples formes. On le retrouve de manière assez commune en URSS, en Allemagne, mais aussi en Scandinavie dès les années 20. Hein. Et alors, le principe est le suivant. J'ai mis ici un exemple, hein, de la première édition pour les filles. Je n'ai pas pu vous mettre toutes les performances avec toutes les catégories, hein, ça aurait été illisible. J'ai pris une catégorie, voilà, les filles. Vous voyez qu'il y a 3 échelons, hein, 12-14 ans, 15-17 ans et 18-34 ans. Pour chacun de ces échelons, vous avez un certain nombre d'épreuves. Des courses, des sauts, des lancers. Hein, y a un peu de nage libre aussi. Il y a encore des traces d'éducation physique un peu plus classique, traditionnelle, avec des mouvements d'éducation physique qui vont très vite disparaître par la suite. Hein. Et puis vous avez, alors j'insiste aussi, vous voyez le lancer de balle par exemple, se fait avec le bras droit et le bras gauche. Hein, ce qui là marque un héritage hébertiste très caractéristique. Il ne faut pas montrer qu'on est capable de lancer le plus loin possible, mais de lancer loin en sachant utiliser ses 2 bras, ce qui n'est pas tout à fait la même logique. Et donc le principe est très simple. Quand vous passez le brevet sportif populaire, vous passez toutes les épreuves qui sont inscrites dans votre catégorie d'âge et vous devez réaliser la performance plancher. Okay ? Donc par exemple, pour une fille de 12 ans, il faut sauter 70 cm au saut en hauteur. Ça veut dire que quand elle vient passer le brevet sportif populaire, on met la barre à 70 cm. Tous les gens, toutes les filles qui passent cette barre valident l'épreuve, et toutes celles qui ne passent pas cette barre ne valident pas l'épreuve. On ne cherche pas à savoir si une fille de 12 ans est capable de sauter 90 cm, 1 mètre ou 1 mètre 10. C'est 70 cm. D'accord ? Donc si vous réussissez la barre de chacune des activités, vous validez votre brevet sportif populaire. Si vous ratez une seule des épreuves, vous ne validez rien du tout. Donc c'est la loi du tout ou rien en fait. D'accord ? Donc j'insiste sur cette logique, parce que vous allez voir que par la suite, ça va être utilisé de manière assez différente. Alors, je me suis livré à un petit jeu qui n'est pas forcément très marrant, j'ai pas eu le temps de développer, parce que ça prend beaucoup de temps. Hein. J'ai essayé de comparer, parce qu'on lit souvent dans la littérature que le gouvernement de Vichy a complexifié le brevet sportif populaire. En réalité, c'est pas si simple que ça. Hein. J'ai pris une discipline, enfin une catégorie d'âge. Alors déjà, c'est compliqué parce que les catégories d'âge changent selon les années. Hein. Donc difficile de comparer si le niveau se durcit ou pas. Donc là, j'ai pris sur 5 dates différentes, donc 38, 41, 42, 43, 44. En noir, dans la colonne 38, vous avez donc toutes les barres d'épreuves en 1938. Et puis ensuite, quand vous lisez chaque ligne, quand c'est en rouge, ça veut dire que c'est, à mon sens, plus compliqué, plus dur.
Et quand c'est en vert, c'est que ça se facilite, hein, ça devient plus facile. Donc on voit quand même qu'en 43, effectivement, il y a une tendance quand même à ce que ça devienne un petit peu plus difficile. Hein. Au moment ça interroge d'ailleurs, parce que c'est aussi à ce moment-là que la direction du CGEGS change, hein, et peut-être que Pasco a été beaucoup plus rigide et beaucoup plus sévère que ne l'a été Borotra de ce point de vue-là. Mais ça reste quand même des performances assez faciles. Hein. Les statistiques le montrent d'ailleurs, puisqu'on atteint des résultats très élevés, hein, de l'ordre de 80-90% de réussite. C'est quand même que ce ne sont pas des performances très difficiles. Mais en tout cas, vous voyez que ça change et c'est quand même pas si facile que ça de savoir si ça devient voilà, vraiment beaucoup plus difficile sous Vichy. Il y a effectivement sans doute une petite barrière en 1943. Mais il faudrait, enfin là voilà, ce n'est qu'une hypothèse, il faudrait quand même aller beaucoup plus loin et étudier pour chacun des sexes toutes les épreuves et toutes les catégories pour voir si vraiment il y a une augmentation de cette difficulté. Alors ce brevet sportif national, hein, enfin ce brevet sportif populaire pardon, que Vichy va rendre national, c'est un brevet sous surveillance, hein, il est beaucoup plus rigide parce qu'évidemment on demande, enfin Vichy demande à tout jeune d'obtenir le brevet sportif populaire s'il veut souscrire à une licence sportive, ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Donc en fait, si on veut avoir sa licence en football, etc., il faut passer le brevet sportif national et il faut le valider. Et alors ce qui est rigolo, c'est que j'ai trouvé en feuilletant un petit peu les journaux qu'à partir du moment où le brevet sportif national devient obligatoire pour obtenir une licence sportive, bah, ça triche. Ça triche beaucoup, hein, et vous avez alors j'en ai plein des exemples, mais au moins trouvé une vingtaine. Hein. J'en ai mis un ici, hein, monsieur André Hiton, suspendu jusqu'à nouvel ordre pour tous les sports parce que il ne s'est pas rendu à l'examen du BSN et pire, il s'est fait remplacer par quelqu'un. Donc forcément, si on se fait remplacer, ben, la licence, on n'y a pas droit et on est empêché de pratiquer l'activité sportive. Alors la triche, hein, elle vient à la fois des participants, mais aussi des responsables du diplôme qui aussi... comme ils sont voilà, souvent aussi responsables dans les clubs, etc., bah, s'arrangent pour que leurs jeunes recrues aient le brevet sportif populaire. Alors s'il me reste que si peu de temps, je vais passer sur cette diapo. Elle est moins importante. Je vais quand même insister sur l'idée peut-être un petit peu nouvelle que je voulais mettre en évidence. C'est que ce brevet sportif populaire, eh bien, l'éducation nationale va s'en emparer. Et notamment, en 1938, le gouvernement décide de supprimer l'épreuve d'éducation physique au certificat d'études, donc le diplôme de l'enseignement primaire. Hein. J'espère que je me fais bien entendre ici, hein, par les étudiants que, à cette époque-là, vous savez, hein, le système primaire et le système secondaire sont des ordres relativement étanches et que la scolarité n'est pas marquée par le même diplôme, hein, puisque quand on est scolarisé au primaire, on vise plutôt le certificat d'études, et au lycée, le baccalauréat. Et donc l'arrêté du 23 mars 1938 supprime l'épreuve d'éducation physique pour la remplacer par ce brevet sportif populaire, qui devient à cette occasion le brevet sportif scolaire. D'accord ? Donc, tout jeune qui va passer le brevet, le certificat d'études, peut passer cette épreuve du brevet sportif populaire. Et puis, Vichy va pousser la machine d'un cran en rendant, avec le décret du 26 mars 1941, l'épreuve d'éducation physique facultative au baccalauréat. Et ça, c'est évidemment un changement de taille, parce que le baccalauréat est un examen très valorisé à l'époque, hein, peu de pourcentage très faible d'une classe d'âge qu'il obtient, et y arriver à mettre de l'éducation physique, c'est évidemment un pas important. L'épreuve reste facultative, et globalement, ça ressemble aussi à l'épreuve du brevet sportif populaire. En gros, c'est les mêmes épreuves, hein, une course, un saut, un lancer, voilà, grimper de corde, un peu de lancer de poids. Et puis ce baccalauréat, il a un certain succès. Hein. Dès la première année, il y a 28 000 inscrits pour 15 300 candidats ou candidates qui vont avoir des points de bonification. Donc ça veut dire 54% des inscrits qui obtiennent des points de bonification. C'est un candidat sur deux. Alors que l'épreuve est arrivée, on va dire, en cours d'année et que les élèves ont assez eu peu de temps pour le
pour la préparer. En 42, on passe à 58,3% des inscrits qui obtiennent des bonifications. Donc on a une amélioration à la fois quantitative et qualitative des résultats. Sans toujours dire que le législateur, entre les sessions de 41 et 42, a réajusté son barème. Donc voilà, il y a aussi des arrangements évaluatifs qui se mettent en place à ce moment-là. Et donc, c'est l'idée centrale que je voulais ici développer, c'est que si on réfléchit bien à la manière dont l'athlétisme pénètre les examens à ce moment-là, on s'aperçoit quand même que ça répond, que l'éducation physique répond complètement à cette logique ségrégative entre primaire et secondaire. C'est-à-dire que l'élève qui est scolarisé en primaire va passer son brevet sportif scolaire. Et donc, il doit simplement faire la preuve d'un niveau minimal de performance. Et finalement, on est très bien sur cette logique de l'enseignement primaire qui vise à donner les savoirs fondamentaux pour entrer dans la vie active. Et l'EPS, elle répond à ce modèle-là. Il faut juste montrer qu'on est capable de sauter 70 cm, 90 cm à la hauteur, et pas d'être capable de sauter 1 mètre, 1 mètre 50, 1 mètre 60. On s'en fout de ça. Hein. L'idée, c'est vraiment le niveau minimum. Hein. Et puis, donc, quand vous obtenez votre certificat d'études, j'en ai mis un exemple ici, vous voyez en bas, là, il y a une mention qui indique que cette candidate, dont j'ai masqué le nom, a subi avec succès les épreuves du brevet sportif scolaire de l'enseignement du premier degré. Okay. Au baccalauréat, on n'est pas du tout sur cette logique. Au baccalauréat, c'est un barème. Et donc, plus vous êtes fort et plus vous marquez de points. Vous voyez la différence de logique, hein. Donc en fait, au baccalauréat, celui qui saute 1,50 m, il a une meilleure note que celui qui saute 1 mètre. Alors qu'au certificat d'études, il n'y a pas de différence entre les deux. Et donc, l'éducation physique, par ces systèmes docimologiques, par la manière dont elle utilise les activités dans le cadre de la certification, eh bien, répond très bien à cette logique d'élitisme pour le secondaire. On va chercher à distinguer les meilleurs des moyens et des plus faibles, alors que dans le primaire, il suffit simplement d'avoir été capable de démontrer qu'on avait obtenu ce niveau minimum physique. Vous voyez ce que je veux dire, hein, donc c'est vraiment, on voit bien que ça répond à cette logique différente. Je termine en 1 minute. Qu'est-ce qui va se passer après 45? Le brevet sportif populaire va être remis, va être réappelé, renommé brevet sportif populaire. Il va ensuite considérablement changer avec plusieurs réformes jusque dans les années 60 pour devenir cette fois-ci non plus un brevet d'hygiène de santé avec un niveau minimum à atteindre, mais bien un brevet sélectif qui va permettre à l'institution de repérer les meilleurs éléments dès le plus jeune âge. Je ne rentre pas dans les détails, il y a des publications là-dessus, on peut s'y référer. Pour l'épreuve du baccalauréat, elle est reconduite quasiment sous la même forme. Il y a quelques modifications, mais ça reste mineur. Et on ira jusqu'en 1959, où cette fois-ci l'épreuve deviendra obligatoire, mais compensée par une épreuve de gymnastique, dont le législateur nous dit qu'elle va permettre de contrebalancer les effets de don de l'athlétisme, comme si en gymnastique, on ne mobilisait pas les mêmes qualités physiques qu'en athlétisme. Je vous laisse à cette réflexion. Et puis, on va voir aussi apparaître de nouveaux débats, bien évidemment, sur la qualité de l'évaluation, sa dimension scientifique. Et là, on va voir apparaître des nouveaux outils qui vont changer la donne. Et c'est pour ça que cette période entre 36 et 45, elle est importante à saisir, parce qu'on voit qu'elle fait naître certaines problématiques, et que ces problématiques, elles changent de sens à partir des années 50. Voilà, je vous remercie. Merci Johan. Alors là, je pense que là, les étudiants, vous devez vous régaler, parce que pour votre première période, si tant est que vous représentiez les CRIA sur une approche périodique, là, vous avez de l'illustration. Hein. Les 2 premiers exposés, là, vous permettent de faire la différence. Et je pense que ça va apporter des éléments forcément supplémentaires à vos argumentations, à vos blocs argumentaires. Des questions? Toujours pas? Est-ce qu'on demande à... Ah! Très bien. Une jeune femme. Tu as raison. Bonjour, présentation. Moi j'avais une petite question. En fait, vous dites qu'on a 0 médaille aux Jeux Olympiques en 1936 et que c'est un peu pour cela qu'on va redynamiser le fait de recruter des licenciés en athlétisme. Et à côté de ça, pour le BSP, on ne cherche pas forcément l'élitisme. Donc je ne comprends pas trop pourquoi. Alors, ce que je disais, c'est qu'en fait,
l'échec athlétique au jeu de 36 va mobiliser les forces au niveau fédéral. Hein, et donc la fédération va se mettre à développer des épreuves de masse qui visent à toucher la jeunesse, hein, pour la récupérer dans les clubs. C'est ce que je montrais sur la diapo ici. Toutes ces épreuves, la première foulée, l'appel à l'athlétisme, les triathlons, etc., ce sont des épreuves qui vont mobiliser les scolaires, mais qui sont organisées par les voies fédérales. Le brevet sportif populaire, lui, il a une autre logique, hein, et vous l'avez bien souligné, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une épreuve qui vise simplement plutôt à mobiliser les masses vers la pratique physique. Hein. Et l'athlétisme est le support. Mais le but, effectivement, du brevet sportif populaire, c'est pas de dégager l'élite. Mais ça se fait dans un contexte où d'autres épreuves de masse essayent de la trouver, cette élite. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que on ne peut pas analyser le poids d'un brevet comme le brevet sportif populaire si on n'entend pas qu'au même moment, autour de lui, il y a d'autres épreuves de masse qui se mettent en place et qui lui donnent une résonance un petit peu différente. Voilà. Donc en fait, le brevet sportif populaire, c'est une épreuve de masse nationale qui n'a pas de visée sélective, mais qui apparaît dans un contexte où d'autres épreuves existent et qui, elles, ont ces finalités sélectives. Donc l'idée, c'est qu'un élève qui irait passer le brevet sportif populaire, par exemple, eh bien, il serait peut-être tenté d'aller, à un moment donné, aussi essayer les triathlons ou la première foulée, quoi. Voilà. Il y a une espèce de pont entre les deux qu'on espère se créer. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais... Merci. Ah, Pierre, attention, spécialiste d'athlétisme. Merci Johan. Justement sur cette diapo, d'accord, le contexte favorable 36, etc. Mais les épreuves de propagande, comme tu le dis, c'est sous Vichy. Alors quel est le niveau de connivence des dirigeants de la FFA avec Vichy? Bon, bien sûr, ils s'emparent d'un tas de choses. Voilà. Pour rappel, il y a quand même quelques fédérations où les archives ont disparu de la FFA, mais d'autres. Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est une vraie question qui mériterait une étude plus approfondie, mais dans les textes qui sont publiés entre 41 et 44, on retrouve effectivement quelques acteurs de la fédération, hein, notamment Élie Mercier qui est là un peu avant, mais qui est là aussi pendant. Hein. Lui, il est très actif dans le journal Tous les Sports, il n'y a que lui qui parle quasiment. Et puis, il y a Paul Mérican aussi, qui à l'époque est président de la FFA et qui est présent entièrement sous Vichy, qui est assez actif et qui est aussi là après. Donc il fait partie de tous ces gens qui sont restés en place pendant la période d'occupation et qui se retrouvent reconduits à leur poste parce qu'ils ont été ni collaborateurs, ni complètement opposés au régime, quoi. Ils se sont un peu tus, ils ont courbé le dos et on les a retrouvés. Mais ça mériterait effectivement d'aller un peu plus loin et de voir quelles sont les appointances politiques. Bon, pour moi, Mérican, il est plus d'extrême droite que d'extrême gauche, hein. Michael ? Ouais, je voulais pas évoquer ça, mais effectivement, Mérican, Mérican, quoi. Il y a pas mal de choses après-guerre, puisqu'on lui intente un procès. Enfin, il y a des éléments convergents, on va dire. Ouais, je voulais revenir sur la question du BSP. Je trouve que tu as bien évoqué les niveaux de performance attendus, etc. Par contre, il y a un truc, il me semble que tu n'as pas évoqué, ou peut-être que j'ai décroché à un moment donné, c'est la question de la compensation, en fait. Et je trouve que cette question de la compensation, peut-être elle montre encore davantage, et c'est vrai que souvent les étudiants ne l'évoquent pas, ou plutôt l'absence de compensation ne l'évoque pas, et montre bien qu'il y a cette volonté finalement d'apprentissage complet et minimaliste. Je sais que j'avais vu il y a quelques années dans une des archives de la fin des années 30, je ne sais plus qui c'était, un des propagateurs du BSP qui disait que le BSP c'est comme la dictée en fait. C'est-à-dire qu'en gros, la dictée, elle doit permettre de vérifier la maîtrise des règles de syntaxe, des règles d'accord, la conjugaison des verbes du premier, deuxième, troisième groupe. Alors là, c'est vraiment de mémoire, mais peut-être que je me trompe, mais peut-être pas de très loin.
cette personne là qui avait écrit ça, il disait même que le BSP c'était entre 10 et 12 épreuves selon les versions, et la dictée en fait c'était entre 8 et 12 règles en fait. Donc il y avait vraiment une similitude, et je trouve que ta démonstration là, ordre primaire, ordre secondaire, elle est, je pense qu'elle est encore plus renforcée par cette absence de compensation. Et d'ailleurs, quand lors de la réforme de 1962, la compensation disparaît, en fait, il y a tout un débat autour justement du rôle du BSP qu'il est en train de perdre, ou peut-être qu'il est en train de regagner, quoi. Ouais. C'est exactement ça. Il y a deux verrous qui sautent. Le premier, c'est celui que tu évoques en 62 avec le principe de la compensation qui est accepté. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à dire qu'une faiblesse au sprint va pouvoir être compensée par une bonne performance au lancer de poids. Et puis après, il y a un deuxième verrou qui saute en 66. C'est que là, on fait exploser les catégories d'âge, etc. C'est-à-dire qu'on passe sur un mini décathlon. Et quel que soit l'âge que l'on a, on marque simplement des points en fonction des performances qu'on fait. Et donc du coup ça crée un système, un brevet sportif populaire qui change complètement de philosophie et qui devient un brevet susceptible de repérer qu'à tel âge on a un individu exceptionnel à tel endroit de la France parce qu'il a marqué 600 points à son âge, alors que la performance moyenne à cet âge-là c'est 300 points. Donc, et là on va les repérer tout de suite. Et puis il y a un autre truc aussi qui est important, parce que ça je l'ai montré aussi dans une autre publication, c'est qu'en faisant sauter ces verrous-là, on a fait exploser le brevet sportif populaire. Parce qu'au saut en hauteur, par exemple, un concours où vous mettez une barre pour faire sauter 100 candidats, vous n'avez jamais à bouger la barre. Vous avez juste à faire sauter les candidats, et ceux qui passent, c'est fini pour eux. Quand vous passez à un concours où il faut mesurer le niveau de performance de chaque élève, on fait monter les barres. Alors imaginez ce que ça pouvait être un concours de saut en hauteur dans les années 50-60, où vous aviez 100 gamins qui venaient sauter en hauteur et qui commençaient à 90 cm pour finir à 1m30 ou 1m40. Donc ça durait des heures et des heures. Et dans les rapports de jury, on voit apparaître des choses du style, mais ça devient ingérable. En plus, après, il faut coter les performances, il faut additionner les points et puis vérifier si à tel âge, le nombre de points obtenus correspond au... Donc c'est ça qui fait exploser le brevet sportif populaire aussi. Voilà. Ça, c'est une autre époque. C'est après. Moi, j'ai une petite question, Johan, je suis là. Merci pour ta présentation. Alors j'ai une question de curiosité plutôt concernant l'influence de la résistance française durant ces années-là sur l'athlétisme. Est-ce que toi tu as vu des influences par exemple du programme du CNR ou de la résistance ou alors du plan Langevin-Wallon par exemple sur l'athlétisme français, sur les épreuves certificatives en athlé à l'école? Donc c'est une question, alors il n'y a peut-être pas de... Je sais pas, mais moi j'ai pas de connaissances là-dessus, donc c'est vraiment une question naïve. Non, très sincèrement, ça c'est un sujet que j'ai absolument pas à questionner. Parmi les acteurs qui sont favorables à cette... Il faudrait que je reprenne mes notes, là, je pourrais pas te le dire de tête. Je sais que j'ai toute la série de débats qui discutent au moment de l'obligation au bac. Alors là, pas en 41, mais en 59, où effectivement il y a des acteurs qui plaident pour, mais je sais pas. J'ai plus les noms en tête et je ne sais pas forcément, je ne saurais pas te dire s'ils sont rattachés directement à ce mouvement-là ou pas. Non. Ok, dernière question. Lise, attention, parce qu'au-delà des spécialistes du hand, c'est aussi une athlète, une athlétesse. Merci Johan. C'était justement par rapport au changement un peu là, avec le retentissement des Jeux de 36, quel était à ton avis un peu le rôle de Maurice Baquet, tu vois, comme il est entraîneur de cette équipe et que après on bascule un peu sur de la propagande et sur plutôt le côté éducatif avec quand même cette ambiguïté de l'acteur. Ouais, alors ça c'est complexe parce que en fait, effectivement, Baquet il est au premier rang au moment de 36 et j'ai le sentiment, mais il faudrait le vérifier de manière plus rigoureuse que ça, que ça le discrédite directement auprès des instances fédérales, mais que ça ne le discrédite pas de manière générale dans ses discours. C'est-à-dire qu'il continue à parler, il continue à dire, à proposer, mais au niveau fédéral, non. Ouais. Mais est-ce que justement, il ne courbe pas l'échine? Là, il se mord la langue un petit peu pour revenir en force avec la tendance 2. Tu vois, par exemple, et peut-être, entre guillemets, mais là, c'est
c'est de l'histoire à 2 balles que je propose, mais reprendre sa revanche sur les hébertistes qui sont plutôt la tendance 1. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ou est-ce que c'est trop caricatural? Les touristes, les Hébert, tous les partisans de la méthode Hébert, c'est plutôt la logique primaire. Et la logique secondaire, c'est plutôt les partisans d'une méthode sportive, les baquets, les Villemain, éventuellement les Listelots. Non, je pense que c'est plus compliqué que ça parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'acteurs fédéraux qui, on le voit dans leurs propositions pédagogiques, sont quand même très très imprégnés de ce que Hébert avait proposé. Enfin, je veux dire, on voit bien qu'ils sont dans cette logique sportive, apprentissage technique, etc. Mais qu'en même temps, il y a un héritage hébertiste qui est très présent chez beaucoup d'entre eux. On voit bien que ça a pesé quand même. D'ailleurs, je pense que la pensée hébertiste, elle est à l'origine de la question de la préparation physique de l'athlète. Ah oui, clairement. complètement.